Michel, silence, ça tourne, on y va. Je me suis dit, je veux rester ici. Alors j'ai écrit à mes parents, j'ai dit je reviens plus. J'ai 5 ans, je vis dans un château, dans une famille de là quelque chose. Et dans ces familles, on n'envoie pas les enfants à l'école du village parce qu'on n'est pas avec le peuple quand on est de là quelque chose. Alors on vous envoie en pension. Et là, cette fois, on m'envoie dans un orphelinat tenu par des bonnes sœurs. Dès 5 ans, je suis devenu révolté. Mais grâce à la présence des soldats américains après la Seconde Guerre mondiale, m'ont donné le goût de voyager et j'ai commencé à rêver du rêve américain quand j'avais 5, 6, 7 ans. Ils nous donnaient des chewing-gums, ils peignaient les réfectoires, ils peignaient les dortoirs. Il y avait des feux d'artifice. Alors, comment voulez-vous, je rêvais d'aller aux États-Unis. Quand j'ai eu 20 ans, j'ai pris mon sac au dos et je suis parti faire le tour des États-Unis et du Canada. Et l'année d'avant, en 68, j'ai raté mon bac alors que tout le monde l'a eu cette année-là. Et je me suis engueulé avec le prof de maths, je lui ai dit que c'était un con. Et il m'a mis 0 en maths, j'ai pas eu mon bac. Je me retrouve en Amérique du Nord sans bac. Alors je suis laveur de vaisselle et je finis par trouver un job et on m'engage comme éditeur en mathématiques. Alors je me dis, il y a une destinée. Donc j'ai pas mon bac. Mais j'ai publié de nombreux auteurs de mathématiques et de sciences et d'histoire et géographie et tout le monde. Voilà. Ok, on y va. Louis, ça tourne. Silence. T'aimes un poco, travaille pas la Honda, nous deux sur la moto, on a tous les contacts. Bref. Je suis au collège et j'ai un peu du mal à me faire des amis parce que je suis pas dans la même ville dans laquelle j'étais en primaire et je connais pas grand monde. Je connaissais une personne de la ville dont j'étais, mais on n'était pas énormément amis, juste on se connaissait, on se disait bonjour, mais il n'y avait rien entre nous. Et on s'est rapprochés avec une musique. C'est une musique d'un rappeur qui s'appelle Un Poco. Le refrain, c'est « Je t'aime, Un Poco ». Et je trouvais ça super symbolique qu'on devienne amis grâce à cette musique. Et moi, la musique, c'est vraiment ma passion. Je me lève pour la musique, j'adore ça. Et j'ai trouvé ça bien à raconter parce que c'est à ce moment-là où vraiment notre amitié elle a passé un cap. C'est que 2 ans plus tard, pour son anniversaire, je lui offre une place de concert pour aller voir ce rappeur-là. Et c'était super. La chanson passe et on la chante ensemble. Et c'était vraiment un très beau moment que j'ai adoré. C'est à ce moment-là où je me suis rendu compte à quel point il a toujours été là pour moi et à quel point on a toujours été amis et que j'espère vraiment que notre amitié durera le plus longtemps possible. Depuis, on se rappellera toujours de ce moment comme le plus beau moment de notre amitié. Puis je regarde toi, hein? Ouais, tu regardes moi. Super. Ça tourne, mec. Allez, Margot. Ok. Quand j'avais 12 ans, ma grand-mère a perdu son mari. C'est à partir de ce jour-là qu'elle a commencé à parler du fait qu'elle était prête à partir, qu'elle se sentait qu'elle avait plus envie d'être sur Terre. Et je l'ai donc accompagnée pendant ces 8 années de solitude qui sont devenues évidemment de plus en plus difficiles parce que le corps ne suivait plus. Elle attendait la mort et on essayait de lui tenir compagnie là-dedans. Et la dernière fois que j'ai vu ma grand-mère, c'était avec mon père. Et c'était justement pendant la COVID. On était entièrement équipés de masques, on était gantés. Donc c'était évidemment assez violent de vivre un moment de tendresse comme ça avec une distance. Et la dernière fois qu'on l'a vue, alors que ça faisait 8 ans qu'elle parlait de la mort avec une espèce de sérénité, elle s'est mise à avoir très peur et elle s'est mise à pleurer et à appeler sa maman. Et mon père lui tenait la main et on lui flattait les cheveux. Et alors que mon père ne croit pas en Dieu et moi non plus, il s'est mis pour la rassurer, à inventer une espèce de paradis en lui disant qu'une fois qu'elle serait partie, on serait là, il y aurait de l'herbe, on ferait des barbecues, on serait toute la famille ensemble. Et je l'ai vu se mettre à se calmer, à être rassurée. C'est une des seules fois où j'ai vu mon père pleurer aussi. Et tranquillement, elle a arrêté de pleurer. Elle me regardait en me disant « ça s'en vient, ça arrive ». Et elle a levé la main pour la dernière fois, alors qu'elle était plus capable de bouger. Elle nous a dit « au revoir » de la main. Et ça a été le dernier moment que je l'ai vu.